Peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le plan Marshall avait d'abord inféodé économiquement l'Europe de l'Ouest. Des prêts furent consentis par les USA à la condition d'importation en Europe des produits des entreprises américaines. Selon la rhétorique officielle, ce programme devait rétablir économiquement l'Europe dévastée à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Plus prosaïquement, au sortir de la guerre, le marché intérieur américain n'y suffisant plus, l'Europe était visée et développée comme un nouveau et grand marché pour l'écoulement des produits américains. Les usines de production étaient essentiellement sur le sol américain. Joricho se souvient dans sa jeunesse avoir apprécié notamment les sodas, les cigarettes et les chewing-gums américains après la Libération. En ce début des années 70, se produisait un phénomène nouveau en Europe de l'Ouest, et notamment dans les pays engagés dans le processus du marché commun. Les grandes entreprises nationales américaines passaient à l'offensive économique sur le territoire des pays signataires du traité de Rome. Elles s'attaquaient de l'intérieur au grand marché du vieux continent, en y construisant leurs usines de production de masse afin notamment d'éviter les taxes à l'importation de leurs produits. Leurs multiples implantations sur les territoires de ces pays européens, comme ils l'avaient déjà fait en Amérique latine, les faisaient grossir au point de devenir de puissantes multinationales. Ce take-off de l'industrie américaine sur le sol européen était en passe de bouleverser la donne sur les marchés des biens et des services. Certaines multinationales affichaient des chiffres d'affaires pouvant rivaliser, voire dépasser le PIB de petits pays. Pour arriver à s'implanter, elles avaient trouvé le soutien des instances politiques au niveau territorial, national, mais aussi du Conseil de la Communauté économique européenne. Aucune politique protectionniste ne protégeait les entreprises natives concurrentes. Le marché commun avait pour but un échange simplifié des marchandises entre les pays signataires. Les multinationales américaines allaient profiter des avantages de ce marché, mais aussi se glisser dans les failles de ce système. La tactique employée par les entreprises américaines dans les années 70 en Europe de l'Ouest ressemblait curieusement à celle du cheval de Troie. L'offensive américaine ne pouvait pas s'axer seulement sur le plan économique. Certains universitaires notoirement classés comme gauchistes évoquaient dans deux essais l'importance du volet politique. Une certaine Bianca Moulinsart avait participé à leurs travaux. Selon eux, et sans rentrer dans le détail ici, les hommes considérés les plus importants en tant que pères fondateurs de l'Europe économique étaient très liés aux États-Unis politiquement et économiquement. Les universitaires avaient effectué de nombreuses et difficiles recherches sur le passé de ces personnages. Leurs conclusions étaient sans appel. La collusion entre les pères fondateurs de l'Europe et les élites économiques et politiques américaines était évidente. Leurs intérêts se rejoignaient à une échelle mondiale. Il leur fallait trouver les moyens de mettre en œuvre leurs projets communs sur le terrain européen. Dans l'après-guerre, et derrière le baratin idéologique d'une Europe de l'Ouest unie et prospère, se tiraient d'autres ficelles moins humanistes et plus pragmatiques. En clair, certains pères fondateurs et technocrates européens avaient aidé les Américains dès le départ à penser et à réaliser le cheval de Troie. Les années 70 marquaient le passage à l'action intensive sur le terrain. La théorie du complot, pour ces professeurs d'université et essayistes, s'appuyait sur l'action d'une officine, une branche des services secrets américains, l'AFEC, Action for Economic Cause, apparentée à la CIA, mais officiellement inconnue de l'immense majorité des membres même de la CIA. Sa mission était uniquement orientée vers la conquête économique en Europe de l'Ouest par tous les moyens, légaux et illégaux. Les universitaires citaient des informations qui avaient fuité de la sûreté de l'État belge. Les universitaires expliquaient les subtiles analogies entre la guerre secrète économique organisée par l'AFEC en Belgique et la guerre secrète politique de l'organisation Gladio en Italie, cette branche militaire secrète de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord et dépendante du CHAP, Supreme Headquarter Allied Powers Europe, basé à Mons. Gladio s'était implanté secrètement en Italie avec la bénédiction et l'appui de certains leaders de la démocratie chrétienne et avait pour objectif politique d'éloigner la menace communiste interne à l'Italie. Son action ne consistait pas à contrer le KGB, mais à infiltrer les groupuscules extrémistes en les poussant à l'action terroriste. Gladio participait ainsi activement à la stratégie de la tension qui empoisonnait l'Italie.
Des bombes posées dans des grandes villes tuaient des personnes aveuglément. La gauche et les groupuscules d'extrême gauche étaient montrés du doigt par la presse. Un article des universitaires avait démontré que des groupuscules d'extrême droite étaient manipulés par l'organisation pour effectuer le sale boulot, comme poser des bombes dans des lieux publics. Le but d'installer l'état d'urgence et un gouvernement autoritaire en Italie était invoqué dans les articles des universitaires. Avec l'aide de la loge maçonnique P2 et de certains membres du parti politique dominant, la démocratie chrétienne, Gladio tentait d'empêcher par tous les moyens le puissant parti communiste italien d'arriver au pouvoir et ainsi de prémunir l'Italie d'une invasion soviétique. Ce modèle de réseau, Stay Behind, s'était organisé aussi dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest et notamment en Belgique. Le glaive économique des États-Unis était donc porté par la FEC en Europe de l'Ouest afin d'activer en secret la guerre économique. D'après les universitaires, les moyens et les hommes utilisés dans la guerre économique avaient une tonalité nauséabonde. Ils soulignaient les passerelles entre le monde des affaires, les services secrets, certains politiques et la mafia internationale. Il soulignait aussi que la même stratégie américaine en matière politique et économique avait déjà fait ses preuves dans plusieurs pays d'Amérique latine. D'un point de vue géopolitique, au début des 70s, deux visions du monde antagonistes en matière de politique et d'économie se faisaient face. Les groupuscules révolutionnaires d'extrême gauche, subversifs et progressistes, soutenus militairement par l'URSS et la Chine, appelaient à la guérilla révolutionnaire et au terrorisme de résistance face aux forces réactionnaires ou d'extrême droite au pouvoir, et ceci sur tous les continents. Les idéologies d'extrême gauche et d'extrême droite continuaient leur lutte commencée dans les années 30 et se rangeaient respectivement sous les bannières officielles du communisme et du capitalisme. Dès l'année 1947, la doctrine Truman visait officiellement à endiguer les prétentions du bloc communiste dans le monde. La proclamation soviétique Jdanov répondait très vite à la doctrine Truman. Durant les années 60 et 70, ces deux visions atteignaient un paroxysme au travers d'un affrontement violent pour le partage du monde. Le terme de guerre froide saillait comme un habillage diplomatique habile dans les journaux du monde entier. La terre des hommes devenait schizophrène. Les idéologies du monde libre et du monde clos apparaissaient de part et d'autre du rideau de fer, comme deux prisons mentales. Joricho découvrait en béotien effaré les coulisses du monde dans lequel il vivait. La démocratie occidentale de ce côté du mur, dont on rebattait les oreilles à qui voulait l'entendre qu'elle était le meilleur des systèmes et que le vote garantissait nos libertés fondamentales, en prenait un sérieux coup dans l'aile. Il avait désormais la certitude qu'il avait été jeté en prison en raison d'intérêts occultes qui dépassaient largement sa personne. Il était certain aussi que Jacques Moulinsart était mêlé volontairement ou pas à des affaires d'importance qui le dépassaient aussi. Edmond l'avait soudainement compris en découvrant ces documents. Elle les avait transmis à Joricho pour qu'il s'en imprégnât. Il s'agissait maintenant pour elle de remonter le fil d'Ariane de la vérité dans le labyrinthe de l'affaire Moulinsart. Joricho réalisa soudain que lui, le sicaire, avait participé comme un vulgaire pion à tout un système pourri. Il avait envie de vomir. Il se dégoûtait encore plus maintenant, lui qui pensait n'avoir toujours travaillé que pour de petites affaires de règlement de compte d'hommes sans importance. De rage, il se mit à jurer, comme un charretier. Il déchira rageusement les documents du dossier en petits morceaux et les jeta violemment dans la cuvette. Il tirera la chasse une dizaine de fois pour évacuer le papier, sans pour autant pouvoir évacuer sa colère. Lui, l'homme issu de la rue, avoir été l'instrument des puissants, il ne pouvait le supporter. Il se conchiait d'avoir été le porte-flingue des politiques. Il s'était pourtant toujours méfié a priori des contrats qu'on lui proposait. Cette fois, il avait gravement failli à sa règle d'éviter les commanditaires politiques. L'intermédiaire du commanditaire lui avait simplement évoqué une affaire de jalousie familiale. La nécessité de son redressement moral lui parut encore plus nécessaire. L'heure du bilan frappait à la porte de sa conscience. Il n'avait non seulement pas respecté la vie humaine, et en plus, il était l'incarnation de l'exécuteur des basses œuvres des grands corrupteurs de ce monde.